je connais le coin par cœur. Ça va être les tranchées. Je connais par cœur. Alors un petit rappel, c'est aujourd'hui le 17 novembre, normalement on avait prévu une manifestation à la base, dans le cadre de la seconde vague d'action contre la réintoxication du monde. En fait, on avait participé à la première vague là, qui était le 17 juin dernier. On s'était retrouvé 150 personnes au Pertuis pour manifester contre ce projet routier de RN88. Il faut savoir que le 17 juin, il y avait plus de 70 actions de blocage, de manifestations, de rassemblements un peu partout en France. Donc en fait, c'était suite au confinement où on s'est dit, on s'est rendu compte des bienfaits quelque part du stoppage, du ralentissement économique sur la biodiversité, la nature. Et du coup, c'était pour se dire, on a pu s'arrêter, on a pu ralentir un moment, est-ce qu'on ne peut pas ralentir un peu plus longtemps, quoi. Voilà, et aujourd'hui encore, donc on a vu cet été, on a entendu partout dans le monde des feux de forêt gigantesques, des sécheresses intenses, on a vu les inondations dans les Alpes-Maritimes. Le GIEC a remis des dernières simulations climatiques encore plus alarmistes que ce qui était prévu. Et la réponse de nos dirigeants, ça a été la reprise rapide du trafic aérien, des marchés financiers, des nouveaux cadeaux aux entreprises polluantes, sans même envisager de contrepartie sociale et environnementale. Donc on se dit aujourd'hui, c'est le monde d'après qui était un peu attendu, il est encore pire que celui d'avant, on a l'impression. Le plan de relance, c'est plus de 100 milliards d'euros, 30 milliards d'euros pour un plan de relance fléché vers la transition écologique. Les analyses montrent qu'il y a beaucoup d'investissements qui ne contribuent pas à la transition ou qui lui sont même incompatibles, voire nuisibles. Technologies ou projets incompatibles avec les principes de la transition écologique, le nucléaire, l'agriculture de précision, la 5G et aussi le projet de la déviation RN88. Donc l'idée c'est encore une fois donner corps à ce front commun. On voit aujourd'hui la diversité des gens. Alors souvent on dit on a été attaqué dans le sens où on disait que ce n'étaient même pas des gens du pays qui venaient manifester contre la RN88. Aujourd'hui on est tous là de Haute-Loire ou avoir des représentations à l'échelle régionale. On est des gens du pays qui souhaitons le défendre. Du coup, on sait aujourd'hui que le préfet, il a sorti son arrêté autorisant les travaux. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 3 semaines. Ce qu'il faut redire, c'est qu'on parle d'un projet du plus gros chantier routier de France. Les gens ont du mal à s'en rendre compte là sur le territoire. C'est une autoroute, une infrastructure de type autoroutière, en espace vierge, milieu préservé, terres agricoles, 80 hectares, 29 fermes, 226 millions d'euros, 13 ouvrages d'art, 3 millions de mètres cubes de déblais, c'est un chantier colossal. Voilà. Aujourd'hui, par rapport à cet arrêté préfectoral, on est déjà 3 associations à se rejoindre pour faire un recours juridique. Donc ça sera les 3 premières associations qui prendront la parole, c'est-à-dire, enfin même 4 associations, puisqu'il y a FNE Auvergne-Rhône-Alpes, FNE Haute-Loire, SOS Loire Vivante et l'association des usagers des transports d'Auvergne. Donc ils vont faire un recours juridique au tribunal administratif. Et je crois que, même ça vous en parlerez, les élus régionaux écologiques vont aussi certainement faire un recours de leur côté. Aujourd'hui, l'urgence, on va rentrer dans le dur du combat, c'est que le dégagement des emprises est annoncé pour la fin de l'année ou le début de l'année 2021. Le dégagement des emprises, ça veut dire arracher les haies, couper les arbres, défoncer les murets, vraiment faire table rase sur ces milieux naturels. On voit qu'il y a déjà des gens qui coupent leurs arbres. Ça nous met un peu la puce à l'oreille pour récupérer le bois avant que les engins arrivent. Ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça qu'on a voulu faire aussi cette conférence de presse, c'est que c'est pas parce que le préfet a donné son autorisation que le projet se fera.
On est là pour donner des pistes et de l'espoir aux gens qui souhaitent lutter contre ça. Premièrement, il manque beaucoup de terrain au maître d'ouvrage encore, même sur le tracé. Il manque les accès au chantier, il manque les zones de remblai, il manque les mesures compensatoires. Les propriétaires sont harcelés avec des courriers prêts à signer, leur donnant l'impression qu'ils n'ont pas le choix. Et certains vendent. Ils vendent des terrains utiles à la construction de la lutte, utiles au blocage des travaux. C'est-à-dire que si les propriétaires aujourd'hui décidaient de ne pas vendre, il y a des terrains qui sont aujourd'hui essentiels sur le tracé encore. Donc si ces propriétaires ne vendent pas, ils ne peuvent pas se faire exproprier. C'est pas possible. La DUP, c'est d'être 97 à 2007. Donc ça veut vraiment dire que les propriétaires aujourd'hui, s'ils ne vendent pas, ils empêchent le projet de se faire. Depuis la fin septembre, les paysans concernés par le projet de tracé n'ont plus le droit de mettre en culture les terres qu'ils cultivaient. Ces terres appartenant à l'État sont donc prêtes à disparaître sous le béton et l'asphalte. Dans la nature, pour la nature, on nous parle d'un niveau de mesure compensatoire jamais vu. Est-ce que ça suffit? Nous, on est nombreux ici à en douter. Alors, Colette fera un mot. Quand on a des zones humides fonctionnelles, par exemple, c'est pas parce qu'on va recréer des zones humides ailleurs que ça va être forcément très efficace. Voilà. Rien, et encore par rapport à ces mesures compensatoires, rien n'est encore calé aujourd'hui. Ils n'ont pas tous les espaces pour ces mesures compensatoires. Rien ne sera finalisé avant le début des travaux et ça c'est complètement incompréhensible. Donc au fil du temps, les sols vont s'artificialiser, la biodiversité va continuer de s'éteindre. On ne doit pas rester lâche, les lâches témoins de ce constat. Voilà, donc des recours existent, il ne faut pas vendre les terres, il faut semer des cultures et pas couper les arbres, il faut nous rejoindre. Là aussi, on va parler de quelques victoires, les victoires de l'A45 et les victoires de Roibon, qui sont pas si loin que ça, qui sont en région. Et du coup, la pluralité du mouvement, notre diversité, notre complémentarité, c'est ça qui fabrique les victoires et on espère qu'on va s'engager là-dedans. Montrons toute notre énergie, notre engagement et rassemblons-nous contre ce grand projet inutile. Alors, ce que je pensais, donc, c'était d'abord donner la parole à FNE. Il faut parler devant la bouche, avec le masque, le micro. Tout va bien. Alors, je vais raccourcir énormément parce que Renaud a dit beaucoup de choses que j'allais dire. C'est vrai qu'on avait eu des grands espoirs pendant le premier confinement parce qu'on avait l'impression qu'il y avait des prises de conscience un peu à tous les niveaux. Il y en a beaucoup dans la société ordinaire, dans la population. Il s'avère, on le voit bien dans le deuxième confinement, qu'il y en a toujours dans la population, mais qu'il y en a beaucoup moins chez les décideurs. On se retrouve à reprendre notre arme de combattant, alors qu'on devrait être plutôt en tant qu'écologiste du côté des projets, du côté d'un avenir meilleur. Et là, on a combattu sur les néonicotinoïdes il n'y a pas longtemps. Et nos 4 parlementaires ont voté le retour des néonicotinoïdes. On a fait railler aussi sur la question de la chasse, parce que si chacun d'entre nous ne peut sortir qu'1 kilomètre autour de son domicile, les chasseurs, eux, peuvent se déplacer depuis toute la région pour venir participer à des battues ou à une chasse à l'affût les week-ends, les samedis, dimanches, qui s'est passé ce premier samedi. On n'a pas de bilan de la journée de samedi, mais on sait qu'il y a déjà eu beaucoup d'animaux qui ont été tués. On sait aussi que des gens viennent de la région. On a vu des voitures du Cantal, d'autres départements, et même extérieurs à la région. Donc on est dans un monde qui redevient un peu comme celui d'avant, et nous on est là pour alerter, on est là pour combattre toujours à ce niveau-là. Donc, ce qui est évident, c'est que ce projet de RN88, c'est un peu une caricature de l'intoxication du monde, puisqu'aujourd'hui, c'était la réintoxication du monde, le thème, et que la propagande permanente entretenue par celui qui, il y a 2 ans, a ressorti ce projet est permanente.
C'était un projet qui était dans les boîtes à archives il y a 2-3 ans et il est revenu. Non, ce parcours n'est pas accidentogène en accident grave, c'est le tronçon d'Issingeaux, c'est pas celui-là. On l'a déjà dit beaucoup de fois, on ne gagnera pas 10 à 15 minutes non plus, puisque si vous mettez le chronomètre entre les deux, entre la sortie de la 4 voies et l'autre tronçon de la 4 voies, on le fait en 8 minutes s'il n'y a pas de travaux qui bloquent les véhicules entre-temps. Alors, pour faire court, parce qu'on est très nombreux à parler, bien évidemment, FNE 43 et FNE Aura vont déposer un recours et que certaines associations vont s'y associer. Toutes des associations qui concourent comme nous à l'intérêt général. Et pour que ce projet soit révisé, nous avons 4 mois pour cela, c'est l'arrêté lui-même qui le prévoit. Je ne vais pas vous dire tous les arguments concernant ce recours, tellement ils sont nombreux et on les a déjà développés, écrits, exprimés beaucoup de fois. Cela a déjà été dit, mais il manque des dizaines et des dizaines d'hectares et il n'y a aucune obligation de vendre. Donc pour ceux qui veulent ralentir le projet, il suffit d'attendre pour vendre. Ça ne posera pas de problème après si un jour ils veulent vendre. Au contraire, bien entendu, bien que les pressions soient nombreuses. Et je peux vous dire également que si les travaux, pas les travaux qui concernent les études, mais la réalisation devait commencer avant la décision du tribunal administratif, nous saisirions alors le tribunal en référé pour que les travaux soient arrêtés immédiatement. Voilà, en synthèse. Alors du coup, je pensais passer la parole à Colette pour SOS Survivante, pour rester dans les associations environnementalistes, dans un premier temps. Bonjour, donc SOS Survivante œuvre depuis plus de 30 ans pour la gestion durable de l'eau et des milieux aquatiques, donc les milieux naturels qui en répondent. Donc c'est vrai qu'on a émis un avis négatif par rapport à ce projet de la RN 88 parce qu'il impacte fortement des zones humides et des linéaires de cours d'eau. Et puis aussi parce qu'on estime qu'il faut prendre le temps d'étudier des alternatives. On est parfaitement conscient de la nécessité d'apporter une amélioration à la qualité de vie des riverains, mais en lieu et place du projet disproportionné qu'on nous présente, il est préférable de réfléchir à des comportements qui soient plus limités, des adaptations judicieuses du tracé actuel. Donc ces alternatives, elles doivent répondre au contexte actuel qui est le changement climatique, l'objectif de zéro artificialisation des sols, la neutralité carbone et aussi la diminution de la biodiversité. Alors moi, je parlerai plus particulièrement des zones humides et des rivières parce que le projet, il impacte quand même plus de 2 km de linéaire de cours d'eau, 2400 mètres, ce qui veut dire que ce sont des cours d'eau dont le lit va être rectifié, c'est du génie écologique lourd, d'aménagement d'ouvrages hydrauliques sur plus de 500 mètres de lit de cours d'eau et la destruction de plus de 20 hectares de zones humides. Et cette destruction des zones humides, déjà, ça ne respecte pas l'objectif d'absence de perte de biodiversité qui est inscrit dans la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Et je voudrais souligner un peu l'incohérence ou la difficulté des politiques qui sont mises en œuvre au niveau du pays et au niveau du département. Sur le département, il y a plusieurs schémas d'aménagement et de gestion de l'eau qui sont en œuvre, notamment le schéma le Sage Loire-Amont, et c'est le Sage Hautalier, et il y a aussi un Sage Lignon du Velay. Et ces 3 sages, une de leurs grandes actions actuellement, ils sont tous en train d'œuvrer pour la préservation et la restauration des zones humides compte tenu de leur importance. Ils sont tous en train en ce moment de faire des inventaires des zones humides pour après avoir amélioré cette connaissance, définir une stratégie de protection et de restauration. Et les enjeux stratégiques, ils ont été retenus, notamment par exemple sur le territoire du Sage Loire-Amont où se trouve le projet, c'est de préserver et de restaurer les zones humides, celles qui jouent un rôle fort dans les soutiens d'étiage et la recharge des nappes, celles qui vont limiter aussi l'expansion des crues, qui vont ralentir les ruissellements, celles qui vont améliorer la qualité de l'eau et l'intérêt patrimonial. Et pour montrer, par exemple, il y a ce qu'on appelle un outil financier qui est le contrat territorial.
Loire et affluents vuables, ils ont prévu plus de 1,8 million d'euros pour restaurer des zones humides. Donc d'un côté, on cherche à protéger, à restaurer, ça coûte cher quand même, et de l'autre, on détruit des zones humides qui rendent des services gratuitement. Donc c'est en complète opposition et un manque de cohérence, au niveau national on pourrait dire, mais au niveau départemental, des politiques qui sont mises en œuvre. Et je pense que c'est regrettable, notamment le signal qu'envoie la région, c'est une institution politique majeure, c'est un signal très négatif quant à la prise en compte des préconisations du SAGE. Et pourtant, ces schémas d'aménagement et de gestion des eaux, je veux dire, ce sont des démarches participatives qui regroupent énormément de partenaires. Et voilà comment on traite leurs préconisations. Alors, le SAGE Loire-Amont, on va nous dire, mais oui, mais il avait prévu, pour limiter la destruction des zones humides, que s'il y a 1 hectare de zone humide qui est détruit, on va compenser et on va avoir 2 hectares de zone humide. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a un peu plus de 20 hectares, on va avoir, vous allez gagner 21 hectares 24 de zones humides. Le problème, c'est que les mesures actuelles de compensation, eh bien, elles sont inabouties. D'abord, c'est fragmenté dans l'espace, c'est sur les communes d'Arolles, Querrières, Champclause, Saint-Julien-Chapteuil, Fresnay-la-Cuche. Il faut savoir que pour l'instant, toutes les propositions de compensation des zones humides, c'est pratiquement tout en forêt domaniale du Mégal, en forêt domaniale du Mézin. Ce sont des plantations d'épicéas en zone drainée qu'on va restaurer, ce qui veut dire qu'on va colmater des drains et couper les arbres. Et l'équivalence des fonctionnalités de la biodiversité, pour nous, n'est pas au rendez-vous. Une zone humide, elle doit être compensée par le même type de zone humide. Bon, dans les 20 hectares détruits, il y en a plus de presque 15, ce sont des prairies humides, ce qu'on appelle des mégaforbies. Et il y a aussi des surfaces manquantes, ce que disait Renaud tout à l'heure. Ce qui est listé dans l'annexe de l'arrêté préfectoral, il y a à peu près un peu plus de 20 hectares qui ont été trouvés de ces zones humides dans les forêts domaniales. Et le recensement des ruisseaux va permettre de créer presque 3 hectares de zones humides. Donc on arrive pour l'instant à 23 hectares seulement, donc il y a des surfaces manquantes. Après, Renaud a parlé des problèmes de timing. C'est vrai que l'autorité environnementale, elle avait dit que les mesures compensatoires, elles devaient être mises en œuvre, opérationnelles avant toute dégradation du milieu, donc avant le commencement des travaux. Alors là, j'ai regardé un peu l'arrêté préfectoral et j'avoue que je ne comprends pas tout, enfin si je comprends où ça va, mais je vous livre un petit peu, vous me direz ce que vous en pensez. Première chose qu'on nous dit, c'est que les garanties de maîtrise foncière des mesures, notamment les acquisitions, les orientations de gestion, elles seront transmises à la DDT dans un délai maximal d'1 an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Donc ça veut dire qu'au lieu de l'avoir avant les travaux, ben là on a 1 an déjà à partir de l'arrêté pour finir ces acquisitions notamment. Après, il est dit que la mise en œuvre des mesures compensatoires pour les zones humides, elle devra intervenir pendant les travaux. Après, il est dit que l'ensemble des mesures compensatoires concernant l'altération, la destruction des zones humides devront être finalisées au plus tard avant la fin des travaux. Et enfin, pour la gestion, il va falloir établir un plan de gestion sur 30 ans et qu'il y a un partenariat qui a été établi avec le CEN et l'ONF pour initier la mise en œuvre des mesures compensatoires pendant les travaux. Donc, je pense quand même, je suis très dubitative sur ce qui va se faire en tant que mesure compensatoire. Et puis, je terminerai sur un point dont on parle beaucoup et sur lequel le enquêteur a botté en touche, c'est l'objectif de zéro artificialisation des sols. C'est un objectif, moi j'ai été surprise de voir que le SAGE Loire-Amont, eh bien, c'est une problématique suffisamment importante sur notre territoire pour qu'il y ait eu une étude en 2019 pour faire un état zéro de l'imperméabilisation du territoire. Parce qu'en effet, la modification entre l'intensification du ruissellement et l'infiltration qui diminue, ça peut avoir des multiples conséquences sur le régime des rivières, évidemment, avec l'augmentation des débits de crues, ou au contraire, l'aggravation de la sécheresse, l'aggravation de la diminution des débits en période de sécheresse, la baisse de la recharge des nappes souterraines, l'augmentation des risques d'érosion, la diminution du pouvoir de filtration des sols, l'impact sur le climat en général, sans parler de la perte des terres agricoles. Donc, on travaille là aussi, on réfléchit sur une problématique comme ça chez nous. On n'a pas encore des mesures territoriales, des solutions préventives, mais on continue à aller toujours dans le même sens d'artificialisation des sols. Donc, voilà pourquoi nous, on s'engage sur ce refus de ce projet. Et puis, fidèle, je dirais, à notre culture aussi,
c'est qu'on demande qu'il y ait des alternatives qui soient étudiées, et ça n'a pas été le cas, et que ces alternatives soient présentées au public en tenant compte du contexte actuel. Voilà. Merci beaucoup, Colette. Et puis, dans le cadre des alternatives, justement, on a Pierre Pomarel, donc, qui est de l'association des usagers des transports d'Auvergne, qui a été conseiller régional à la dernière mandature et qui a beaucoup travaillé sur les transports, donc qui a vraiment une compétence particulière dans ce domaine-là. Donc, je vais te laisser parler, Pierre. Oui, donc l'association des usagers des transports, c'est une association ancienne également, donc elle existe depuis 1989 et elle fait partie de l'AFNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Alors, ce qui nous choque particulièrement dans ce projet de mise à 2 fois 2 voies de la RN 88, c'est qu'elle est en contradiction complète avec les déclarations actuelles du gouvernement qui prônent la transition écologique en matière de déplacement. Et manifestement, on est dans un cas d'école face à ce projet qui est un projet stimulateur de la mobilité routière. Chaque fois qu'on crée des voies nouvelles, des voies rapides, l'effet le plus certain, c'est l'augmentation du trafic. C'est quelque chose qui s'est vérifié absolument partout. Selon l'adage, qui sème des routes récolte du trafic. Et c'est particulièrement criant dans ce département de la Haute-Loire, qui est un département qui n'a aucune alternative à la voiture. Il a été maintenu dans un état de carence en matière de transport collectif en particulier, y compris sur son axe majeur, l'axe Le Puy-Saint-Étienne, qui est un axe lourd, sur lequel on observe les plus grands flux de déplacement. Et il n'y a pas d'alternative crédible en matière de transport collectif, que ce soit sur le plan ferroviaire. Le train met 1h30 pour faire Le Puy-Saint-Étienne, alors qu'il faut 1h05 en voiture. Ça n'a absolument rien d'inéluctable, c'est tout simplement parce que on a investi depuis des décennies sur la RN 88 pour réduire les temps de parcours, alors que la voie ferrée a le même tracé qu'elle l'avait à la fin du 19e siècle. Alors, il serait possible de développer ces alternatives. Donc, sur le rail, on pourrait créer des trains rapides avec un nombre d'arrêts réduit. Actuellement, donc, il y a entre 7 et 9 arrêts sur le trajet Le Puy-Saint-Étienne. On pourrait créer des trains avec des arrêts très réduits. Mais pour cela, il faudrait créer des points de croisement supplémentaires sur la voie unique. Et ces points de croisement seraient d'un coût raisonnable puisque ça coûterait 15 millions d'euros. Et là, ce projet de mise à 2 fois 2 voies des 10 km de RN 88, c'est 225 millions d'euros. Donc on voit qu'on n'est pas du tout dans la même catégorie de dépenses. Et ça nous paraît vraiment être quelque chose de scandaleux. Créer 3 trains rapides avec ces peu d'arrêts, ça coûterait 3 millions d'euros seulement par an. Donc c'est une somme qui est quand même tout à fait raisonnable et qui est à mettre en parallèle avec l'investissement démesuré sur cette mise à 2 fois 2 voies. Y compris pour les déplacements locaux, donc cette carence est patente, puisque même entre Le Puy et Yssingeaux, donc 2 villes importantes du département qui sont proches, 27 km, et entre lesquelles il y a des échanges intenses, il n'y a que 2 bus par jour. Donc il est clair qu'aujourd'hui, ça ne constitue pas une alternative, et donc les habitants de cette région n'ont pas d'autre alternative que d'utiliser la voiture. Alors aujourd'hui, on voudrait qu'on sorte des grands discours et qu'on passe aux travaux pratiques et qu'on décide réellement d'offrir des alternatives pour que demain, les citoyens qui ne sont pas forcément drogués à la voiture puissent choisir de se déplacer autrement. En matière de fret, c'est la même chose. Donc le département de la Haute-Loire est totalement tributaire des camions, puisqu'il n'arrive plus de fret du tout en Haute-Loire. La gare du Puy est totalement désertée par les trains de marchandises, et cette chose-là n'est pas une chose irréversible. On pourrait tout à fait avoir un retour de ce trafic fret, mais ça nécessite une politique nationale de relance du fret, avec une taxation des poids lourds.
Voilà, toutes ces choses-là nécessitent de la volonté politique. Elle n'est manifestement pas au rendez-vous, et elle l'est encore moins à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où là on a un turiféraire du trafic routier qui est Laurent Wauquiez, qui n'a eu de cesse que de développer l'usage de la route, et qui a choisi de faire participer lourdement le conseil régional au financement d'infrastructures qui ne sont pas normalement de son ressort. Voilà, pour toutes ces raisons, notre association donc, et la FNOT sont particulièrement mobilisées sur ce combat contre la RN 88, et nous ferons partie des associations qui seront partie prenante dans ce recours au tribunal administratif. Pierre, est-ce que tu as d'autres choses à préciser ? Non, j'ai dit l'essentiel. Bon, voilà, c'était surtout sur les aspects choix financiers que je voulais intervenir, et sur la contradiction avec les annonces gouvernementales en matière de transition écologique. Ok, merci. Du coup, sur d'autres alternatives plus locales, on donnera la parole à Francis un peu plus tard. Là, j'aimerais donner du coup la parole plus politique. Donc, commencer peut-être par Céline, qui a un regard autour de la démocratie sur le territoire, comment ce projet a été mené par le président de la région pour convaincre nos élus locaux. Oui, merci. Bonsoir à tous. Justement, je voulais revenir sur ces aspects démocratiques et sur mon action que j'ai pu mener au conseil municipal et au conseil d'agglomération. Premièrement, au conseil d'agglo. Parce que Laurent Wauquiez s'est assuré de faire voter toutes les communes correspondant à l'agglo pour qu'elles valident ce projet. Et donc, bien évidemment, j'ai été la seule à m'opposer au niveau de l'agglo, pas ensuite au niveau du conseil municipal, mais au niveau de l'agglo. Et qui est quand même problématique, qui me pose vraiment des questions en tant qu'élue, c'est que toutes mes questions n'ont pas eu de réponse. Et j'apportais comme question que devenaient les remblais, comment se faisait l'accès au chantier, comment étaient gérés les fluides, et quelles pouvaient être aussi les alternatives. Je n'ai jamais eu de réponse à ces questions, qui étaient pourtant très importantes et qui ne sont toujours pas résolues. Et j'ai demandé à ce que le vote soit fait à bulletin secret pour ces questions-là, qui étaient très importantes. Et je pense que de nombreux maires de très petites communes n'ont pas eu le choix, n'ont vraiment pas le choix de répondre et de s'opposer au président de région tout puissant qui décide des subventions. Et le vote à bulletin secret a été refusé. Donc voilà, moi c'est sur ces aspects démocratiques que je voulais poser quelque chose. Et puis j'ai quand même aussi quelque chose qui me questionne beaucoup, je cherche encore, mais je n'ai jamais vu dans le programme de Laurent Wauquiez, aux dernières campagnes des régionales, ce projet dans la campagne. Et c'est quand même un projet qui a un tel impact sur l'argent public qu'il serait peut-être quand même bien de faire des propositions quand on joue avec l'argent public comme ça. Voilà, en gros. Alors du coup là-dessus, on va enchaîner avec Myriam, qui je pense va aborder un peu ces questions-là. Ouais, avec des petits exemples. Donc moi, je suis Myriam Laïdni-Denis, je suis conseillère régionale. Je vais parler aujourd'hui au nom des élus régionales, puisqu'on a des filles maintenant, écologistes de la région, dont Fatima Paré qui est élue en Auvergne, et puis Fabienne qui est présente aujourd'hui. Donc, je parle avec cette casquette d'élu, mais aussi un petit peu avec mes tripes aussi, parce que, comme ça a été évoqué, je suis bien qu'habitant l'Isère maintenant. Je suis restée attachée à ce secteur où j'ai vécu, où mes parents habitent, puisqu'ils habitent Guerrières, au Fournial, donc pas très loin du tracé. On vit une situation quand même ubuesque parce que, alors que la pandémie a mis en évidence l'urgence de répondre aux enjeux indissociables de justice sociale et environnementale, l'État et la région, parce que c'est bien les deux quand même, mettent un coup d'accélérateur pour aller dans le mur.
réanimer ce projet, c'est donc faire preuve d'un déni total de la réalité d'une part, et puis d'irresponsabilité pour deux raisons. D'abord, pour la raison que vous avez invoquée beaucoup sur la destruction des ressources naturelles et de nos biens communs que cette espèce de boa de bitume va littéralement étouffer. Et puis la deuxième, c'est l'amputation des moyens de la région pour agir dans le cadre de ses compétences sur ce territoire, mais aussi sur l'ensemble de la région. Parce que quid de l'équité territoriale ? Ce projet, comme ça a été évoqué, est vorace en fonds publics. Pour rappel, si on comptabilise les 37,8 millions d'euros déjà attribués au doublement de la RN 88 à Yssingeaux, on attend 235,8 millions d'euros uniquement de fonds régionaux pour ces quelques kilomètres d'asphalte. Et alors, je suis allée regarder un petit peu le compte administratif. C'est plus que la dépense en investissement et en fonctionnement des deux lignes budgétaires dévolues à la fois à l'aménagement du territoire et à l'environnement pour l'année 2019. J'ai le chiffre exactement, ces deux budgets cumulés, c'est 204 832 000 euros. Et là, on en est à 235,8 millions d'euros. Donc, c'est pas simplement une petite enveloppe, c'est carrément une partie des caisses de la région qui subit ce qui pourrait apparaître comme une forme de détournement de son utilisation légitime. Donc, comme l'a fait Céline au sein de son assemblée, et nous, au sein de l'Assemblée régionale, on s'est opposé à ce projet. En juillet dernier, on a dû voter aucune subvention qui était en lien avec ce projet. En juillet dernier, au moment de l'enquête, du débarrage de l'enquête publique, je suis intervenue au nom du groupe pour demander au président de région de revenir à la raison et d'écouter les réels besoins du territoire, tout ce qui a été évoqué jusqu'à présent. Et puis en guise de réponse, avec sa grande habitude de la pratique particulière de la démocratie, il a coupé le micro, ce qui fait écho à ce que disait Céline tout à l'heure. Donc moi, je voudrais terminer en évoquant l'espoir, parce que j'habite maintenant en Isère, dans le secteur de Boisbon, où des luttes plurielles et complémentaires se sont livrées durant plus de 10 ans pour la sauvegarde de la forêt des Champs-Barans et des biens communs. Je veux parler de feu, le projet de Centaure Park de Roibon. Si je vous parle de cette victoire collective, c'est parce que ces deux projets comportent de grandes similitudes. D'abord, comme ici, les acteurs, dans leur grande diversité, ont agi de concert de manière complémentaire. En tant qu'élus, nous avons apporté notre contribution, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme au sein de l'Assemblée, sur le terrain, mais aussi via des recours, et notamment le recours en justice que j'ai porté pour notre groupe, qui a permis l'annulation du budget 2016 de la région. Et puis, comme à Roibon, ici, et puis ça a été évoqué tout à l'heure, je suis aussi en train d'étudier pour le groupe, au nom des élus régionaux, pour voir comment nous pouvons agir en droit pour contrer ce projet écocidaire. Et alors, j'ai trouvé une citation de Victor Hugo que je trouve tout à fait adaptée à la situation. Il a dit « Il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. » C'est ce que nous allons tous faire avec les moyens du bord. Du coup, Fabienne, si tu veux enchaîner par rapport aux élus régionaux. Bien, merci beaucoup à tous pour avoir organisé cette conférence de presse et merci beaucoup pour les combats que vous menez et que nous menons tous ensemble parce qu'ils méritent véritablement d'être je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais je crois qu'en période préélectorale, se lancer dans un projet qui ne fait pas l'unanimité, il y a beaucoup à redire. Et je vais prendre à la fois ma casquette de future présidente ou conseillère régionale, mais pour vous dire, que ce projet ne correspond pas, n'est pas compatible ni avec les accords de Paris, ni avec le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires qui a été voté en région en décembre 2019 et ne correspond pas aux règles assignées par la loi biodiversité qui consiste à éviter, réduire, compenser l'artificialisation des sols. Et donc, ce projet n'est pas compatible avec ces textes qui ont une valeur prescriptive et ce projet n'est pas compatible avec les coûts parce qu'on nous assigne effectivement des coûts de 260
60 millions d'euros que nous ne sommes pas en mesure, enfin qui ne sont pas, sommes pas susceptibles d'engager puisque ça ne fait pas partie de la compétence de la région. Mais il faut rappeler aussi d'autres coûts qui sont portés par la collectivité. Je veux parler par contre, par exemple, des coûts de la qualité de l'air et des coûts d'abord humains. La qualité de l'air, c'est 48 000 morts par an en France. Et il y a une étude qui a été montée par une coalition d'ONG au plan européen qui montre que c'est 166 milliards par an de coûts pour la collectivité. Le déclin de la nature en France, il a été chiffré par le WWF à 8,4 milliards d'euros. La valeur des pertes économiques en France, et ça c'est des choses qui sont liées au Bureau des Nations Unies sur la prévention des risques, la valeur des pertes économiques liées aux catastrophes climatiques en France, c'est depuis 1990 48,3 milliards d'euros. Je ne peux pas vous assommer de chiffres, mais simplement pour vous dire qu'au-delà des coûts budgétaires engagés par le contribuable, il y a tous ces coûts bien plus importants que nous ne voyons pas, mais que nous payons collectivement. Alors, l'idée, ce n'est pas de dire aux habitants, aux Altiligériens, de les laisser avec leurs problèmes. On sait bien qu'il y a des problèmes d'accidents sur le tronçon d'Issingeaux. Les travaux sont lancés, ça représente ces 2-3 kilomètres, ça représente à peu près 40 millions d'euros sur ce tronçon-là. Laissons. On sait qu'il y a des problèmes aussi sur la traversée des villages de Saint-Ossien et du Pertuis. On prend acte de ça. Mais de là à mettre 226 millions d'euros, sans compter les mesures compensatoires qui sont demandées dans le cadre de l'enquête publique et qu'on peut estimer encore aller à un billet de 100 millions d'euros derrière, il y a peut-être d'autres solutions pour répondre à ces questions de traversée de ces villages. Et en tout cas, ça nécessite une concertation avec l'ensemble des parties prenantes qui n'a jamais été faite. Et je voudrais aussi, puisqu'on parle de coûts, reposer aussi la question des coûts d'entretien d'une nouvelle route. Parce que ces coûts-là, c'est l'État qui va assumer encore ces coûts-là. Et l'État, c'est nous, c'est nos impôts. Et il faut bien prendre en compte ces aspects-là, surtout dans le moment que nous vivons actuellement, dont on sait pertinemment qu'il va avoir des effets sur les finances publiques et sur les recettes fiscales des finances publiques. Donc c'est fondamental d'interroger cette question et de repenser, je dirais, l'utilisation de l'argent public à la fois au regard de la crise économique que nous sommes en train de vivre et au regard des enjeux du XXIe siècle. Et je dirais, personne ne nous contredira en nous disant que ce projet est incompatible avec les enjeux climatiques, il est incompatible avec les enjeux de qualité de l'air, il est incompatible avec la crise qui est en train de bouleverser les modes d'organisation du travail. Je voudrais dire deux choses. Une nouvelle route, elle profite toujours à la grande ville à laquelle elle est reliée. Une route, elle attire toujours un trafic complémentaire. Il faut avoir ça en tête. Et aujourd'hui, on doit véritablement flécher l'argent public au bon endroit. Plusieurs propositions par rapport à ça. Moi, je ne suis pas sûre que les Altiligériens prennent plaisir à faire 30, 40, 50 bornes avec leur voiture tous les matins pour aller travailler. Peut-être qu'ils seraient peut-être plus contents s'ils avaient des emplois à proximité. Et on se dit que là, la route risque d'accélérer la délocalisation d'emplois. Or, ce qu'il faut, c'est recréer des villes un peu plus fortes, des territoires plus résilients, des territoires qui créent des emplois de proximité. Et Dieu sait s'il y en a des emplois de proximité à créer dans un territoire comme la Haute-Loire. Vive la lentille du Puy, vive les fromages locaux, vive la verveine, vive le tourisme local. Tout ça sont des sources d'emplois. Vive aussi le tissu industriel qui existe en Haute-Loire. Et on doit, là aussi, dynamiser le développement d'emplois de proximité dans ces zones-là.
Donc ça, je pense que l'argent public serait beaucoup plus utile à relocaliser l'économie et à recréer des emplois de proximité pour permettre aux gens de vivre à d'instaurer une démarche de ville du quart d'heure, quoi. On doit à un quart d'heure, et ça c'est un projet d'aménagement du territoire fort, on doit porter un projet où la région favorise l'accès aux services publics dans le quart d'heure autour de soi et que dans un quart d'heure, on puisse travailler, se distraire, faire ses courses, accéder aux services publics essentiels. Ça me semble un premier point. 2, je suis d'accord avec M. Pomarel sur les efforts qu'on peut faire sur le transport ferroviaire, bien évidemment, mais sur cet axe-là, le Pertuis, Saint-Ostien, il y a des gens qu'on ne va pas forcément récupérer tout de suite sur le transport ferroviaire. Il n'empêche, on pourrait aujourd'hui mettre en place une solution très rapidement, dans l'année qui vient, de transport routier de voyageurs, cadencé toutes les 30 minutes et qui permettent de relier. C'est les gens qui habitent le long de la voie potentielle de la RN 88 pour qu'ils puissent aller à Saint-Étienne. Et en tout cas, s'arrêter sur leur lieu de travail dans cette optique-là. Donc, moi, je vais lancer un message solennel à Laurent Wauquiez. Il n'est plus temps de lancer des politiques publiques qui vont nécessiter de réparer les dégâts que vous allez faire sur le climat, sur la biodiversité, sur la qualité de l'air. Ça suffit. Il faut des politiques publiques aujourd'hui qui répondent aux enjeux et qui nous permettent de répondre à ces enjeux à la fois de proximité, d'aménagement du territoire, d'emplois locaux et d'une vie où on préserve l'environnement. Ça me semble fondamental. Et ce que je voudrais vous demander, Monsieur Wauquiez, et je vous le lance solennellement ce soir, c'est de ne pas engager des travaux dans cette période préélectorale qui soient irréversibles. Vous avez commencé les travaux sur Ixinjo, faites-le, mais ne lancez pas des projets qui soient irréversibles sur le reste de ce projet à 226 millions d'euros. Je vous le demande, c'est le meilleur signe que vous pouvez donner à la démocratie dans cette période préélectorale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fabienne. Du coup, tu as parlé de l'amélioration de la traversée des villages. Il y aura Francis qui va prendre la parole tout de suite après, qui est, lui, concerné par le nouveau tracé, le potentiel nouveau tracé. Et tu as parlé d'emplois locaux, et notamment agricoles. Et derrière, on aura Claude Véraud pour parler du coup du développement de l'agriculture bio et de l'impact des 80 hectares de terres agricoles. Francis ? Oui, alors, moi c'est vrai que le point de vue sur le projet, il va vous apparaître très nombriliste. Il y a de multiples raisons de s'opposer à ce projet. Il y en a plein qui ont été évoqués ici et j'y adhère totalement. Mais le chantier, il est colossal. Après ce que j'ai lu, 3 millions de mètres cubes de déblais, c'est énorme. Il va y avoir un balai incessant de camions, la poussière, c'est inévitable. Et tout ça va probablement nous pousser à fuir notre maison le temps des travaux. On a aussi une source qui me sert à arroser le jardin. Il y a une tranchée de 30 mètres environ de profondeur qui va se faire juste au-dessus. Je pense que la source, ce sera terminé, évidemment. Elle partira dans les caniveaux et dans toutes les infrastructures qui seront là pour guider les eaux un petit peu plus loin. Les hameaux se sont toujours installés là où les sources sortaient. Le hameau, à l'endroit où il va perdre sa raison d'être, finalement. En tout cas, ça nous enlève un peu de résilience, ça c'est clair. Les paysages aussi, pour lesquels nous nous sommes installés ici, ils vont être complètement défigurés. On n'est pas venu là s'installer pour voir un viaduc. Juste en face, on a le Mont Chirou, il y aura un viaduc qui va se projeter dessus. Moi, j'ai pas d'attirance particulière pour le béton. C'est pas ce qu'on est venu chercher, en tout cas. Ce que je peux ajouter aussi, en troisième point, c'est que le village du Pertuis, avec ses commerces, finalement, il y a toute une économie qui est liée au passage de la route. C'est vrai qu'il y a les riverains qui sont embêtés par
passage des voitures incessants. Je comprends ça le matin, le soir, il y a des heures de pointe, c'est vrai. Mais il y a aussi plein de gens qui s'y arrêtent. Au bar, qui s'arrêtent pour acheter de la viande à la boucherie. Il y a un magasin de sport qui s'est installé récemment. Il y a la station-service. Il y a un boulanger. Les gens font des tours, parfois même pour venir chercher leur pain. Donc, toute cette économie-là, elle risque de disparaître. Le Pertuis, le passage, c'est vraiment sa raison d'être. C'est inscrit dans son nom. Sans passage de la route, il n'y a plus de Pertuis. Donc, moi, j'ai très peur que ça devienne un village mort. Voilà. Hein. Finalement, nous, en tant qu'habitants du Pertuis, encore une fois, c'est très nombriliste ce que je vais dire, mais cette déviation, elle va nous apporter absolument rien. Ni en termes de désenclavement, parce qu'on ne se sent pas du tout enclavé. Il y a la RN 88 actuelle qui nous permet d'aller à notre travail. Je l'emploie tous les jours. Je m'en sers tous les jours. Il n'y a aucun souci. Et puis, également, au niveau de la sécurité, je me sens plutôt en sécurité sur la route actuelle. J'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là. Pour nous, elle apporte rien, elle apporte que de désagréments. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à ajouter. Et merci Francis. Dans les alternatives, il y a aussi quand même du coup des aménagements piétons éventuellement à faire dans les bourgs, des choses comme ça pour que ce soit plus facile de traverser, des zones à 30 pour que ce soit plus facile de s'intégrer dans la nationale quand on vient d'une autre petite route à côté. Les alternatives existent quoi. Du coup, il y a aujourd'hui 80 hectares agricoles qui devraient disparaître, mais sûrement beaucoup plus. J'ai encore eu un agriculteur là, de Saint-Austien cette semaine qui me disait que ce n'était pas 10 hectares qu'on allait lui prendre, mais 20. Parce que on s'est rendu compte que les talus, ils allaient être beaucoup plus larges et que du coup l'emprise au sol va être beaucoup plus importante suite aux études pédologiques et géologiques. Donc là, l'emprise elle-même du tracé va être encore plus importante. Donc là, il y a Claude Véraud, du coup, qui va parler au nom des agriculteurs, qui est donc administrateur, docteur biologique, membre de la Confédération paysanne. Alors, Claude Véraud, je représente les agriculteurs biologiques adhérents au groupement d'agriculteurs biologiques de Haute-Loire. On appelle ça le GAB. Donc, nous nous positionnons contre ce projet de grande envergure, car il dévaste des terres agricoles, qui a un grand potentiel pour faire de l'agriculture biologique avec des petites structures. Ce territoire accidenté, avec un parcellaire morcelé, est perçu par l'Europe comme des handicaps naturels. En fait, on trouve une diversité de milieux dans lequel il y a une diversité de flore propice à la bonne santé des animaux et à l'étalement des calendriers de pâturage des animaux. Donc, c'est des zones qui sont très propices à l'élevage. Aussi, on y trouve des sols riches, un bocage préservé, donc qui abritent aussi bien les animaux que les cultures en créant des microclimats. En outre, la situation géographique de ce territoire offre des précipitations régulières comparées au reste du pays. Donc toutes les conditions sont réunies pour favoriser des petits systèmes en polyculture élevage qui tendent souvent vers l'autonomie en intrants et qui sont donc compétitifs en agriculture biologique. Or, avec le changement climatique qui affecte déjà et qui affectera plus tard encore plus la production agricole, ces petites fermes qui ont des produits diversifiés seront les plus résilientes et ce sera elles qui assureront la sécurité alimentaire. Cependant, pour favoriser de telles structures qui créent du lien social en milieu rural, il ne faut justement pas de gros axes routiers qui perfusent le territoire avec des matières premières de toutes sortes qui deviennent concurrentielles. Eh ben, merci Claude. Du coup, je pense qu'il y a la personne de FSU qui a dû partir, qui simplement était là. Ils ont voté une motion de soutien la semaine dernière au sein du syndicat FSU. Du coup, ils étaient là pour vraiment en soutien. Ils feront certainement partie du collectif. Et je vais donner la parole maintenant. Il me semble qu'il n'y a plus que... Ah oui, il y a encore deux personnes. Donc, Gildas pour l'UCL. Bonjour, donc je m'appelle Gildas, je suis de l'UCL Le Puy, un groupe local au Puy depuis 1 an. Et l'UCL, c'est
C'est la fusion de l'alternative libertaire et la coordination des groupes anarchistes qui existent maintenant depuis un an. On a écrit un communiqué ce matin que je vais vous lire. Alors, le monde vivant est aujourd'hui menacé par le dérèglement climatique, la déstabilisation de la biodiversité, l'empoisonnement des terres et des eaux, l'artificialisation des terres, la déforestation. La lutte écologiste est vitale, elle n'est cohérente qu'en étant anticapitaliste et antiproductiviste. Les classes dominantes se nourrissent de l'illusion qu'il sera possible de résoudre la crise environnementale par la technologie et les grands travaux, sans sortir du capitalisme. À l'opposé de ces grands projets, nous défendons la perspective d'une production répondant aux besoins de l'humanité en respectant les limites de la biosphère. Au lieu d'une exploitation destructrice de la nature, l'humanité devra trouver un équilibre avec les autres formes de vie. Pour cela, nous défendons 3 révolutions qui sont nécessaires. Une révolution des modes de production, une révolution des modes de vie et une révolution des échanges. Je ne vais pas détailler ces 3 révolutions, mais on va juste s'arrêter sur la révolution des échanges. Face à ces projets autoroutiers destructeurs qui sont là pour favoriser le libre-échange, nous pensons que chaque territoire doit être en mesure de produire ce qu'il a besoin une fois débarrassé de la dépendance des multinationales, ce qui ne signifie pas une autarcie, mais des circuits d'échange courts et la limitation des échanges longs à ce qui ne peut pas être produit localement. C'est pourquoi ces 3 révolutions nécessaires font que le combat écologiste est intimement lié au combat avec un autre type de société. Il est inséparable du combat pour une démocratie directe et pour une égalité économique. La construction d'une convergence entre les luttes sociales et les luttes écologistes est ainsi la brique fondamentale d'une stratégie écologiste conséquente. Le groupe local de l'UCL, Le Puy, est opposé à ce projet qui ne résout absolument rien et bénéficierait en premier lieu aux transporteurs routiers et aux vendeurs de béton. Merci. Du coup, je ne sais pas s'il y a des gens qui auront encore des questions. Je vais laisser la parole de la conclusion à Mélissa pour la solution. Moi, je vais parler pour donc La Solution, qui est une association qui soutient le collectif de lutte des SUC depuis le départ. Et je vais parler aussi en tant que membre du collectif Lutte des SUC. Je vais commencer par cette première casquette en disant que tout d'abord, depuis le départ, on se pose énormément de questions sur les habitants du Pertuis et des Saint-Ostiens, en se disant que quand même, ils ont une situation quand même suffisamment critique pour avoir le droit, la légitimité de se dire non mais attendez, cette RN, on l'attend depuis 10 ans et en fait on aimerait qu'elle arrive et qui sont certainement vraiment touchés émotionnellement et par leur vie de tous les jours, par les va-et-vient des véhicules. Et que du coup, nous, depuis le début, voilà, au collectif, on a essayé de mettre en place des concertations pour au moins les entendre, les écouter, et du coup de proposer des alternatives qu'on espère qui vont être créées au fur et à mesure que la lutte se développe. Donc ça, c'est sur la première étiquette. Et sur l'étiquette de La Solution, donc nous, on milite pour que les risques d'effondrement de nos sociétés soient écoutés de la part des élus locaux, notamment municipaux. Donc sous cette casquette, moi j'aimerais dire que voilà, on est en danger là. On arrive au bord du gouffre, que nous sortons d'un système climatique stable connu de l'humanité depuis 10 ans, et que là, il faut que les choses se mettent en action depuis 10 000 ans. Oui, 10 000 ans, ouais. Et que là, voilà, il faut que les choses se mettent en action parce qu'on n'a plus le temps d'attendre en fait, et que finalement, voilà, cette lutte de la RN 88, c'est aussi pour nous, enfin pour moi en tout cas, ça a été le moyen de commencer à se mettre en action pour faire un changement global, et puis commencer par balayer le pas de sa porte. Hein, et ici, on veut pas de bitume, donc parce qu'on veut garder une biodiversité qui nous permettra une résilience et peut-être une survie à un moment donné. Donc voilà, c'est pour ça qu'on lutte. Et je voudrais rappeler que aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre 2020, et on s'inscrit dans une coordination des luttes nationales. Donc on va voir ce soir chacune des luttes de partout en France, quels auront été leurs moyens d'action dans cette période assez particulière où il est difficile de mobiliser, il est difficile de se faire entendre, et il est difficile d'avoir un jeu démocratique suffisamment juste pour nous, parce que voilà, on ne se fait pas entendre. Donc voilà, je remercie aux journalistes d'être venus, en espérant que vous puissiez nous aider à faire porter un petit peu notre voix.
merci à tout le monde aussi. Et puis, je ne sais pas s'il y avait des gens qui voulaient parler en plus, qu'on n'avait pas prévu d'inclure dans cette conférence. Est-ce que certains veulent prendre la parole, peut-être? Et est-ce qu'il y a des questions? Oui. Il y a 4 associations qui vont faire un recours, plus les 2 conseillères régionales, ou voilà, c'est ça? Ouais. Il y a les 4 associations d'un côté, et je pense qu'il y aura un recours aussi du groupe RCES, Rassemblement Citoyen Écologique et Solidaire. Alors, pas, si je peux préciser, pas du groupe, parce qu'on n'existera plus d'ici quelques temps, mais d'élus, en tout cas, du groupe, notamment, très certainement, Fatima Paré et moi. Pour le moment, c'est à l'étude, donc le contour exactement, ça sera au prochain épisode, on va dire. Ok. Et d'autres personnes vont faire des recours au tribunal ou FNE peut-être Ouais, alors tu n'étais pas là du coup au début, donc il y aura normalement un recours FNE Auvergne-Rhône-Alpes qui sera associé à FNE Haute-Loire, plus SOS Loire Vivante et OTA, donc l'association des usagers des transports d'Auvergne. D'accord. Ça sera un recours conjoint des associations. Oui, c'est pas 4 recours différents, c'est un recours conjoint. Ouais. C'est ça, c'est quand Quelles seront les autres actions physiques? Il y aura des actions de justice. Est-ce qu'il y aura d'autres actions de mobilisation, peut-être, j'exagère peut-être un peu, mais une ZAD ou quelque chose comme ça de ce type? Alors c'est quelque chose qu'on réfléchit depuis le début, hein, qu'on commence un peu à voir. On avait espoir de toute façon, on a toujours espoir de ne pas en arriver là. Mais le jour où il y aura les pelleteuses, on va pas les laisser avancer normalement, c'est pas le but quoi. Oui, et puis comme disait Myriam, il faut une complémentarité dans la lutte. Donc il va effectivement y avoir la position à un moment donné, mobilisation de masse, ça on a du mal, et à un moment donné l'action de terrain. Voilà, ZAD, BAZAD. En tout cas, on est en coordination avec d'autres luttes, parce qu'à un moment donné, il faut que tout ça prenne de l'ampleur, on n'a plus le temps, donc on travaille à ça. Et on sera vraiment prêt à ouvrir la lutte à tout mode d'intervention et d'action. Peut-être pour répondre sur la question du délai des recours pour Blandine Flippo, on a 4 mois à partir de la date de parution de l'arrêté préfectoral. Mais les travaux peuvent débuter avant. Oui. Mais surtout, c'est pas suspensif, c'est ça, c'est pas suspensif le tribunal administratif. Et surtout, le truc c'est qu'on n'a pas vu passer encore beaucoup d'appels d'offres. On a une veille, j'espère que vous aussi, élus régionaux, vous avez une veille sur les appels d'offres que peut mettre en place le maître d'ouvrage. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a relevé aucun appel d'offres vraiment de démarrage des travaux. Donc tant qu'il n'y a pas d'appel d'offres, on peut dire qu'on a encore une petite marge. Nous, juste pour vous dire, pour les informations, on a dressé nos antennes, mais comme vous le savez, ça a fait l'objet de l'annulation du budget 2016. L'accès aux informations est très compliqué puisqu'on a dû faire plusieurs recours à l'ACADA pour avoir des informations et des recours devant le tribunal administratif. Donc clairement, on a nos antennes qui sont déployées et on va essayer de glaner le maximum d'informations avec les moyens du bord sur ce projet. Je voudrais rebondir aussi un peu sur ce que disait Fabienne Grebert tout à l'heure quand elle parlait des coûts cachés, etc. Il y a aussi une chose, évidemment on ne peut pas préjuger, mais je connais assez peu de cas où un chantier de cette envergure ne finisse pas avec des retards et des dépassements. Donc là, la région, déjà, alors que ce n'est pas sa prérogative, va verser 236 millions d'euros à peu près, mais si le budget doit doubler, qui va payer? Ou est-ce qu'on lancera un chantier non fini? Parce que c'est quand même une réalité aussi. Et pour beaucoup de choses, quand je vois d'autres contradictions, j'ai lu ce matin même, alors, un des arguments, c'est la rapidité à gagner sur ce trajet, pour qu'il soit à 2 fois 2 voies le plus longtemps possible. Or, il y a toujours le viaduc de Pont-Salomon qui est en 2 fois 1 voie, et j'ai lu ce matin dans la presse que, encore une fois, parce que ça arrive souvent, il a des travaux où pendant 1 mois, il va être en circulation alternée.
Donc il y aura une voie seulement sur une partie, et à côté de ça, on veut nous faire croire à l'urgence de passer à 2 fois 2 voies sur une autre. Sur ce qui a été commencé ici un jour, je l'ai vu dans la presse ce matin, il va y avoir 200 000 mètres cubes de gravats nécessaires, par contre là, pour remblayer certaines parties, et un entrepreneur qui avait prévu 40 000 mètres cubes de gravats pour d'autres chantiers et qu'il espérait se débarrasser à ce moment-là, n'a pas été retenu dans l'appel d'offres. Donc, a priori, déjà sur la partie Saint-Jean, 40 000 mètres cubes de gravats vont devoir être évacués par un entrepreneur et 200 000 mètres cubes de gravats vont devoir être importés d'ailleurs. Si pour la partie Saint-Jean sur laquelle on est d'accord, la logique est déjà telle, qu'est-ce que ça va être quand il s'agit de millions de mètres cubes de gravats? Après, je crois que l'essentiel a été dit par les autres intervenants, mais il y a des petites choses comme ça que j'ai lues dans la presse dès ce matin sur la partie d'Issingeau qui est déjà préparée et acceptée, et il y a déjà des problèmes. Une question pratique sur la délibération là, pour le recours. Est-ce qu'il faut absolument mentionner le nom de l'avocat? Faudra. Ça sera jeudi. Quelle délibération? Réponse jeudi. La délibération des associations requérantes. Là, en l'occurrence, la délibération du conseil d'administration des associations des usagers des transports. Jeudi. Jeudi, tu le sauras, Pierre. Ouais, ok, d'accord. Si c'est pas trop tard. Et moi, je voulais juste rappeler que du coup, suite au 17 novembre, le prochain 17 après confinement, il y aurait une nouvelle action. Mais je pense qu'il y aura de toute manière une action le 17 décembre, coordonnée nationalement. Nous, on fera d'autres actions avec RN sur notre RN 88, de notre manière. On en reste là. Merci à tout le monde. Cette visioconférence a été enregistrée normalement. Donc le son pourra être accessible à ceux qui voudront y revenir dessus ou communiquer dessus. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Ouais, Au revoir. avec une concertation. Merci beaucoup. Merci. On avait fait une concertation à. Merci à tous. À très bientôt. à